De l'immobilier à l'habitat, une émission en partenariat avec acheterlouer.fr, présentée par Alexandra Blanc et Fabrice Coustet. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Imo pour ce tout premier numéro de l'immobilier à l'habitat, une émission réalisée en partenariat avec le site acheterlouer.fr. Et pour animer cette émission, je suis en compagnie d'Alexandra Blanc. Bonjour Alexandra. Bonjour Fabrice, vous allez bien ? Ça va super, et vous ? Très bien, ravi d'être avec vous. C'est gentil. Chaque mois, nous allons vous proposer le meilleur des actus, des conseils, des réflexions pour mener à bien votre projet, que ce soit pour acheter ou pour louer. Alors, Alexandra, qu'est-ce qui nous attend au sommaire de ce premier numéro ? Eh bien, mon cher Fabrice, on va dans un premier temps s'intéresser à l'actualité, bien évidemment, toutes les news, les infos à retenir jusqu'au plus insolite. On posera ensuite la question, on passera également ensuite au mot de l'IMO, on vous donnera la parole avec notre micro-trottoir. Et ce mois-ci, nous vous avons posé la question suivante: est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer ? Et vous allez le voir, les réponses sont assez étonnantes. On verra ça ensemble. On terminera avec une séquence, une rubrique que vous affectionnez, c'est la météo. Oui, bien évidemment, la météo, mais une météo un petit peu particulière puisque ce sera la météo de l'IMO, toutes les tendances pour votre achat immobilier dans le neuf, dans l'ancien, ainsi que la météo des taux. Est-ce toujours aussi intéressant d'investir en termes de taux ? Voilà, soleil, nuages, pluie, nous verrons cela ensemble. Merci Alexandra. Allez, de l'immobilier à l'habitat, c'est parti, on démarre tout de suite avec la revue de presse. De l'immobilier à l'habitat, la revue de presse. Chaque mois, nos journalistes maison chez Radio Imo épluchent la presse immobilière pour dénicher les tendances, les scoops, les chiffres. Alors Alexandra, on démarre avec le marché de la location et Paris qui observe, et ça c'est un scoop, une baisse de la demande. Eh oui, en effet, un post-Covid, Fabrice, Paris a perdu de sa superbe et n'attire plus autant qu'avant. Les gens recherchent davantage un extérieur, un balcon, pourquoi pas une maison. En revanche, d'autres villes tirent leur épingle du jeu et sont très recherchées. Les chiffres du dernier baromètre Se Loger donnent le tournis. À Paris, entre le 11 mai et le 31 août, les recherches de location ont plongé de 23% par rapport à la même période en 2019. Un chiffre que nous n'avions jamais vu, historique même pour certains experts. Un chiffre qui révèle encore et toujours des conséquences de la pandémie et du confinement. Les nouveaux locataires souhaitent désormais privilégier le confort du logement et le cadre de vie à d'autres critères plus liés au quartier, aux équipements, etc. Mais si on observe cette dégringolade dans la capitale, c'est tout autre chose dans 9 autres grandes villes françaises analysées par Se Loger. Beaucoup de recherches pour des métropoles comme des villes moyennes. Sur la même période à Nice, sur les mêmes critères, affiche plus 40% de recherches en location. Bordeaux plus 36%, Marseille plus 29% et Toulouse plus 21%. Et si vous pensiez que ces chiffres représentent une certaine partie de la population très mobile en recherche d'une location, détrompez-vous et regardons les chiffres sur les demandes de biens à l'achat. Là aussi, la tendance est très nette. Paris affiche 5% d'augmentation, quand d'autres grandes villes explosent. 164% d'augmentation à Bordeaux, plus 139% à Nantes, plus 100% à Strasbourg. Et ce n'est évidemment pas une spécificité des grandes villes. Nice affiche 87%, Rennes 74% d'augmentation de demande de biens à l'achat. Et enfin Mulhouse, plus 27%. Des chiffres que l'on observe massivement depuis le 11 mai avec toutes les études qui se multiplient depuis le déconfinement. Reste à observer maintenant dans le temps comment vont se traduire ces chiffres de recherche dans les faits. Les études sur les mois de septembre à décembre de cette fin d'année 2020 vont être très importantes. Des chiffres qu'on aura bien sûr l'occasion de commenter tout au long de ces prochaines émissions. En tout cas, on observe un véritable bouleversement sur ce marché de la location. Évidemment, la crise sanitaire est passée par là et on voit Paris qui baisse et peut-être un rattrapage des métropoles d'équilibre. Alexandra, voilà pour la location. On passe au marché du neuf. Et oui, c'était une mesure attendue. On parle du prêt à taux zéro. Le marché de l'immobilier neuf va pouvoir compter sur une amélioration prochaine du prêt à taux zéro. On va écouter d'ailleurs Vincent Favero à ce sujet. C'est une information de nos confrères de Bâti Actu qui rassure grandement les professionnels de la construction et de l'immobilier neuf. Le gouvernement a décidé d'accompagner ce marché, jusqu'alors un peu mis de côté dans le plan de relance. Dans le détail, le dispositif d'investissement Pinel et le PTZ, prêt à taux zéro, vont faire l'objet d'améliorations, tout en restant les plus stables possibles pour ne pas perturber les projets en cours de commercialisation. C'est ce qu'indique à Bâti Actu le gouvernement. Des dispositifs donc améliorés, mais aussi prolongés pour accompagner la relance. Voici pour la forme, mais alors pour le fond, les autorités annoncent vouloir prochainement faire évoluer avec une base
base de concertation très ouverte qui va s'ouvrir très prochainement pour travailler à ce sujet. Elle souhaite notamment voir le PTZ être plus efficace sur les ménages qui le nécessitent vraiment. Côté Pinel, on parle de corrections qui passeront par une meilleure territorialisation. Dans les faits, cela devrait passer par une meilleure adaptation des loyers aux marchés locaux. Un chantier lancé en 2021 en association étroite avec les territoires, dit le gouvernement. Les réactions à cette nouvelle sont assez positives dans le paysage immobilier neuf. Dans les colonnes de Bâti Actu, Grégory Monod, le président de la LCA-FFB, les constructeurs et aménageurs de la Fédération française du bâtiment, parle d'une bonne nouvelle, même s'il reste prudent sur les détails à venir de la réforme. Enfin, Olivier Saleron, président de la Fédération française du bâtiment, se dit très satisfait d'avoir été entendu. Un bémol quand même à poser aux temporalités de la mise en place. Beaucoup de professionnels souhaitent aller vite et voir ces mesures intervenir dès 2021. Les discussions devraient s'échelonner sur les prochaines semaines. Voilà la reprise du prêt à taux zéro, une très bonne nouvelle en tout cas pour tout ce qui est primo-accédants qui ont besoin de ce petit coup de pouce financier. Alexandra, on s'intéresse maintenant à votre marché préféré, l'immobilier de luxe. Et oui, parlons en effet du marché de l'immobilier de luxe et malgré cette crise de la pandémie de la Covid-19, le marché de l'immobilier de luxe, un petit peu comme depuis chaque année, on voit des signaux encourageants. Quand même bien, les situations sont disparates à travers le monde. On voit que ce n'est pas tout à fait la même chose en fonction des pays et de certaines villes. Tout tour d'horizon des prix de l'immobilier de luxe après la publication de l'index World City Prime résidentiel 2020 de Savills, une chronique actu signée Nicolas Tarade. Le secteur de l'immobilier, on le sait, a été fragilisé par la crise liée à la Covid-19. Mais voilà, le marché de l'immobilier de luxe, lui, se porte pas si mal avec une très légère baisse des prix de 0,5% au premier semestre 2020. C'est en tout cas ce que révèle l'étude publiée par le groupe Savills, un index mondial du marché de l'immobilier de luxe. On y apprend, par exemple, que dans les grandes villes mondiales, les propriétaires de biens luxueux n'ont pas été contraints de vendre à des prix bas, entre guillemets, comme ça avait pu être le cas en 2008 avec la crise des subprimes. Alors le panorama est assez nuancé, vous vous en doutez. Seules 9 des 28 villes présentes dans l'index ont vu grimper leur prix au mètre carré. Séoul, en Corée du Sud notamment, qui a pu éviter un confinement généralisé et qui donc a amoindri l'impact de la crise. La preuve, plus 5,5% pour atteindre un prix de 14 700 € du mètre carré. Une situation tout aussi similaire à Moscou en Russie. Une hausse des prix de 5,5%, mais là ça s'explique différemment. En fait, la pandémie a causé une forte chute du prix du baril de pétrole et le cours de la rouble russe a chuté brusquement. Résultat, le marché de la propriété de luxe est vu comme un placement sécurisé. Dans les grandes capitales européennes, le marché est toujours tendu. La demande dépasse l'offre, même en période de pandémie et avec des confinements. C'est à Genève, en Suisse, où l'on trouve les prix les plus élevés, 19 100 € du mètre carré. À Paris, de quoi avoir confiance aussi dans les semaines et les mois à venir, plus de 15 000 € du mètre carré, légère hausse là aussi. À l'inverse, c'est à Lisbonne, la capitale portugaise, où l'on enregistre la plus forte baisse des prix, mais tout de même un prix au mètre carré de l'ordre de 8 000 €. Vous l'aurez compris, le marché de l'immobilier de luxe envoie des signaux encourageants pour les mois à venir. Certaines métropoles vont réussir à sortir leur épingle du jeu. Finalement, la crise de la Covid-19 ne fera qu'exacerber des tendances déjà existantes. Et voilà ce luxe qui résiste, on le voit, dans toutes les grandes métropoles mondiales. Merci en tout cas à Nicolas Tarade. Tout de suite, Alexandra, on passe au mot de l'IMO. De l'immobilier à l'habitat, les mots de l'IMO. Et chaque mois, nous allons partir à votre rencontre, pour vous donner la parole à vous, chers auditeurs. C'est la rubrique Les mots de l'IMO. Et pour ce premier numéro, on vous a posé une question toute simple, Fabrice, qu'on pourrait également se poser, vous et moi. Est-ce qu'en ce moment, il vaut mieux acheter ou louer son logement ? Alors moi, j'ai mon avis, mais on va écouter d'abord. On va entendre les anciens et les modernes. Vous allez voir que les réponses sont assez étonnantes. On commence avec Mireille, 56 ans. Moi, à vrai dire, pour le moment, je n'ai pas eu vraiment envie d'investir dans un appartement. Je n'ai pas la notion d'achat et d'engagement. Je veux être libre, mais avec les années et l'arrivée de la Covid-19, c'est peut-être quelque chose à laquelle je pense fortement. Je souhaiterais plutôt investir dans des appartements en vue plutôt de faire de la gestion locative. Je me suis jamais trop posé la question jusqu'à maintenant, mais je pense que ça devient important.
Étant proche de la retraite, je pense à mon avenir et je pense que faire un placement serait très très bien et qu'il y a des bons produits en province. Et voilà donc pour Mireille qui a décidé d'investir. Et les jeunes alors, on a justement posé la même question à Johanna, elle a 28 ans. Alors est-ce que Johanna, vous êtes prête à investir ? Je pense que c'est bien d'acheter. Investir permet de, plutôt que de dépenser de l'argent dans un loyer et de perdre du coup de l'argent, je pense que c'est mieux de payer par exemple un crédit. Au moins, si un jour on veut revendre notre bien, ça nous fait toujours des sous de côté. Donc je trouve que c'est mieux, oui. C'est mieux d'investir et d'acheter. Est-ce que c'est aussi le même son de cloche du côté d'Alexandre ? Vous allez voir Alexandre, 43 ans, qui lui a bien étudié le marché. Moi, je suis content de posséder le bien dans lequel j'habite aujourd'hui. Je trouve que ça a un côté rassurant. Après, j'observe pas de fluctuation du marché, donc j'ai pas peur que ça se casse la figure. Et que je me dis que si dans un an, je dois aller vivre ailleurs, ou dans 2 ans, je dois aller vivre ailleurs, le bien sur la région parisienne, il n'aura pas perdu énormément. Donc non, je suis pas forcément inquiet, non. Mon avis, c'est que je pense que ça dépend de chaque personne et de la volonté qu'on a. Est-ce que c'est pour y vivre ? Est-ce que c'est pour faire de l'investissement ? Si c'est un achat de cœur impulsif pour une résidence principale, je pense que les gens seront toujours enclins à acheter pour posséder le bien dans lequel ils vivent. Après, si c'est un achat pour investir, moi aujourd'hui je n'ai pas les cordes pour dire, mais je pense qu'avec le coût d'un emprunt, le coût total d'un appart, des travaux qu'on doit faire tous les ans et tout, je suis pas sûr que ce soit le meilleur investissement à faire si on veut avoir une rentabilité optimale. Mais ça, il y a des professionnels qui le savent mieux que moi, je pense. Et puis enfin Nicolas qui a tout juste 26 ans. Alors pour répondre à la question, je pense qu'il est préférable d'acheter un appartement. Aujourd'hui, même si je suis jeune, je pense qu'il vaut mieux investir dans l'immobilier. Pourquoi ? Parce que c'est une source en fin de compte de dépenses qu'on n'a plus en fin de compte avec la location et qu'on aura en fin de compte qu'on va dépenser sur un crédit immobilier ou pas d'ailleurs. Après, je pense que la ville de Paris n'est très compliqué à acheter un appartement parce que il faut quand même avoir des ressources assez importantes. Donc aujourd'hui, pour ma part, je me suis rabattu sur une plus petite ville qui est Saint-Étienne, qui me permet en fin de compte d'investir plus facilement. Même si aujourd'hui, je n'ai pas encore acheté, mais c'est en étude assez poussée, disons. Bon, on voit quand même que les avis divergent. Certains veulent acheter, d'autres préfèrent louer. Moi, je suis étonné par le fait qu'en fait, on voit que les jeunes sont plutôt enclins à acheter, à investir tout de suite, alors que certains qui sont beaucoup plus âgés, je pense à mon cas, n'ont pas encore franchi le pas. Parce qu'on perd un petit peu peut-être sa liberté, puis c'est vrai que les prix sont quand même assez exorbitants à Paris. Alors à Paris, c'est compliqué, oui. 10-12 000 euros le mètre carré, il faut quand même avoir un sacré plafond. Et puis, plus on achète tard... Finalement, quand on achète très jeune, qu'on a un petit appartement déjà, on peut réinvestir et acheter de plus en plus grand. Mais quand on n'a rien au départ, quand on se retrouve à 40 ans, c'est un peu plus dur. Exactement. En tout cas, il reste la solution Saint-Étienne. On embrasse tous les Stéphanois, évidemment. C'est vrai qu'une des villes les moins chères de France, peut-être une bonne rentabilité à étudier. On continue cette émission de l'immobilier à l'habitat. On passe tout de suite à une rubrique que tout le monde attend. C'est la météo de l'IMO. De l'immobilier à l'habitat. La météo de l'IMO. Alexandra, vous êtes une spécialiste de la météo, mais là, c'est la météo de l'IMO. Alors, le principe, c'est simple. On s'intéresse chaque mois à ce qui se passe sur le marché du neuf, de l'ancien, et puis aussi sur les taux de crédit immobilier. Et vous allez nous dire sur chaque rubrique si le climat est positif ou pas. Eh oui, on sait que les taux, ça vous intéresse. Les taux immobiliers sont souvent déterminants dans l'achat d'un bien. Alors, pour l'ancien, ce sont les nuages qui dominent. Comme attendu, le marché de l'ancien a été impacté par la crise sanitaire. Les chiffres publiés par les notaires de France confirment cette tendance avec une baisse des ventes enclenchée depuis le début de l'année. 973 000 logements ont été vendus dans l'ancien en avril sur un an, soit une baisse de 1,2%, un recul inédit donc depuis la mi-juillet 2015. Alors c'est vrai qu'on a eu cette crise du Covid, on s'y attendait pas vraiment, et c'est vrai que depuis plusieurs années, marquée par une croissance ininterrompue, le marché pourrait donc avoir atteint un plafond, comme l'expliquent les notaires.
notaires. Donc pour l'ancien, eh bien, ce sont les nuages qui dominent. Alors on passe au marché du neuf. Est-ce qu'il y a une éclaircie sur ce marché ? Eh oui, sur le neuf, c'est toujours un petit peu compliqué puisque avec le Covid, la Covid-19, on a eu beaucoup moins de logements qui se sont construits. Le nombre de logements mis en chantier s'est établi à 92 900, soit un recul de près de 9%. C'est exactement 8,7 par rapport à un an plus tôt, selon le ministère de la Transition écologique, dont dépend le logement. La baisse est logique, évidemment, puisque la période comprend la fin du strict confinement mis en place jusqu'à début mai contre la Covid-19. Côté permis de construire, 86 100 permis ont été octroyés, soit un recul de 27,4% par rapport à un an plus tôt. On va le rappeler, le pays, en fait, la France est à l'arrêt depuis quasiment 6 mois, on va dire, depuis le mois de mars. Et non seulement il y a eu l'arrêt de la crise sanitaire pour les permis de construire, mais aussi l'impact des élections municipales qui ont été retardées pour cause de Covid. Et on sait très bien, en période d'élection, pas de permis. Bon, donc compliqué plutôt les nuages ou la pluie en ce moment sur le marché du neuf. Alors on va regarder maintenant du côté des taux de crédit immobilier. Eh bien, au niveau des taux d'intérêt, la météo est toujours clémente. Si vous allez voir votre banquier, en particulier sur les durées plus courtes, pour résumer, avant de vous expliquer tout ça en détail, plus vous empruntez moins longtemps, c'est-à-dire sur une période de 10 ans, plus ce sera intéressant. À l'inverse, si vous prolongez, si vous empruntez sur 20, 25 ans, ce sera un petit peu moins intéressant. Allez, tout ça en détail. Si vous empruntez sur 10 ans avec un excellent dossier, le meilleur taux est à 0,5, le taux moyen est à 0,73 et le taux du marché est à 1,10%. Si on emprunte pour 15 ans, mon cher Fabrice, et qu'on a un excellent dossier, le meilleur taux est à 0,7%, le taux moyen 1,06 et le taux de marché à 1,35. En revanche, sur des durées plus longues, c'est là où ça va commencer à grimper un petit peu plus. Oui, on graisse un petit peu plus des dents. Si on emprunte par exemple sur 20 ans, ça va commencer à se gâter. Seuls les très bons dossiers pourront bénéficier d'un taux en dessous de 1%. Le taux de marché se situera en moyenne à 1,75 et vous pouvez trouver en moyenne à 1,22. Et puis si on emprunte cette fois sur 25 ans, d'ailleurs, de nombreux foyers empruntent sur 25 ans, et bien ça se complique encore plus avec un taux de marché à 1,4%. Le taux moyen est à 1,55. On n'oublie pas d'aller voir son courtier afin d'obtenir le meilleur taux. Ouais, le meilleur taux. Et on pense évidemment, encore une fois, aux primo-accédants. On en parlait tout à l'heure avec le micro-trottoir. Évidemment, on dit qu'on n'a pas beaucoup d'argent. On a tendance à allonger les durées. Et évidemment, cette facilité à allonger les durées va vous coûter un petit peu plus cher, mais c'est vrai qu'on est quand même sur les 2% maximum pour les durées les plus longues. Ça reste très très bas, il faut le rappeler à tous ceux qui nous écoutent. C'est historiquement bas et il faut en profiter à condition, 1, que le banquier accepte, et 2, bien sûr, trouver son coup de cœur. Oui, le logement idéal, et ça, c'est pas toujours facile, mais en cherchant bien, on trouve toujours son coup de cœur. Voilà en tout cas pour cet premier numéro de l'immobilier à l'habitat. On arrive déjà au terme de cette émission. Un grand merci à Alexandra et à la technique Jason Pinheiro qui a réalisé cette émission. Et puis on va se retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro du magazine de l'immobilier à l'habitat. Merci beaucoup Fabrice. À très bientôt. De l'immobilier à l'habitat, une émission en partenariat avec achtelouer.fr, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.